Février 1942. Depuis 2 mois, les États-Unis sont partie prenante dans le second conflit mondial. Le grand paquebot français Normandie entre dans le port de New York. Comme tous les grands bateaux, il est réquisitionné pour le transport des troupes. Tout à coup, l'alarme retentit. Une explosion vient de secouer le navire. Et en quelques heures, le Normandie est la proie des flammes. Il faudra moins d'une journée pour que l'orgueil de la flotte française ne soit plus qu'une épave carbonisée. De toute évidence, il s'agit d'un sabotage des nazis de la 5e colonne. Les services secrets de la marine sont inquiets. Comment empêcher la recrudescence de tels actes? Ils apprennent des autorités maritimes que les docks sont en fait sous le contrôle d'une toute autre organisation, la mafia. Rien ne se passe dans le port sans son accord. Ravalant leur orgueil, les officiers des services secrets entrent en contact avec le tristement célèbre Joe Sox Lanza. Mais celui-ci prétend n'avoir aucun pouvoir sur les docks. C'est Charles Lucky Luciano qui les contrôle depuis sa cellule du pénitencier de Sing Sing. Luciano est appelé le capo di tutti capi, c'est-à-dire le chef de tous les chefs. Il a été condamné par le procureur Thomas Dewey à une peine de 30 à 50 ans de réclusion pour extorsion de fonds et proxénétisme. Dewey se voit obligé de mettre sur pied une réunion pour le moins insolite au sein même de la prison de Sing Sing. Une conférence entre les autorités navales et Lucky Luciano, accompagné de 2 racketteurs, Frank Costello et Meyer Lansky. On demande à Luciano de garantir l'arrêt des sabotages dans le port de New York. Tout d'abord réticent, celui-ci finit par proposer un marché. La protection du port contre sa liberté. Après réflexion, Dewey et les autorités navales donnent leur accord. Toutefois, Luciano ne pourra être libéré qu'après la fin de la guerre. En 1943, les Alliés marchent vers la victoire. Les autorités new-yorkaises sont redevables à Luciano d'avoir tenu parole. Il n'y a plus eu de sabotage dans les docks. De plus, sicilien d'origine, Luciano avait pris contact avec la mafia de son pays natal afin d'aider les troupes américaines à préparer le débarquement des Alliés. Toutefois, un élément demeure inexpliqué. Qui a mis le feu aux Normandies? Des années plus tard, Luciano revendiquera l'origine du sabotage. Cette affaire n'aurait été qu'un stratagème destiné à le faire sortir de prison. Luciano, de son vrai nom Salvatore Lucania, débarque à New York en 1906 avec la grande vague d'émigrants italiens. Il n'a que 8 ans. Sa famille s'installe dans le quartier du Lower East Side, surnommé alors Petite Italie. Très jeune, il est plusieurs fois arrêté pour vol et passe 4 mois en maison de redressement. Régulièrement battu par son père, il s'échappe du foyer familial. Condamné pour trafic de stupéfiants à l'âge de 18 ans, il est incarcéré pendant 1 an au redoutable pénitencier de Hampton Falls. Impliqué dans un trafic dirigé par la mafia, il garde le silence lors de son procès. En signe de reconnaissance, le légendaire Al Capone et ses acolytes, Frankie Yell et Johnny Torrio, le nomment membre à part entière de leur bande, le gang des 5 points. Une fois libéré, Luciano passe le plus clair de son temps sur les champs de course et dans les maisons de jeu. C'est là qu'il acquiert son surnom de Lucky le chanceux. Entre 1915 et 1920, les gangs italiens se battent pour obtenir le contrôle du territoire du Lower East Side. Durant cette période, Lucky Luciano commet plus de 20 meurtres, la plupart au moyen d'un pic à glace ou d'une batte de baseball. Il prête officiellement serment à la mafia en 1919. Cette organisation, qui allait devenir un puissant réseau, n'était encore qu'une simple société secrète. Luciano forme ensuite son propre gang, plus spécialement chargé de protéger les maisons closes de New York contre les attaques de bandes rivales. Peu à peu, Lucky Luciano prend lui-même le contrôle des maisons closes new-yorkaises. Au total, plus de 5000 filles travaillent pour lui. On est en pleine prohibition. La contrebande d'alcool et les bars clandestins prospèrent. Luciano sert d'agent de liaison entre les trafiquants juifs et italiens. Il devient de ce fait extrêmement influent dans le milieu. Il étend également son pouvoir au trafic de drogue. Désormais à la tête d'un véritable empire, Luciano devient rapidement la cible des autres chefs de gang.
En 1929, Lex Diamond donne l'ordre de le kidnapper. Luciano est jeté dans une voiture et pendant que le véhicule traverse lentement la ville, il est roué de coups par 4 hommes. Il est laissé pour mort, les joues et la gorge profondément tailladées. Il en réchappe par miracle et déclare à la police « Je ne sais pas pourquoi, je suis copain avec tout le monde ». Dès 1930, Luciano gagne déjà environ 800 000 $ par an. Une suite lui est réservée en permanence à l'hôtel Barbizon Plaza sous le nom de Charlie Lane. Lorsque s'ouvre le luxueux hôtel Waldorf Astoria, il s'y installe dans une suite encore plus somptueuse, cette fois sous le nom de Charles Ross. C'est à cette époque que lui vint l'idée d'organiser le crime aux États-Unis. Il crée le syndicat national du crime, ce qui lui permet de répartir les bénéfices et d'éliminer la guerre des gangs. Mais il lui faut tout d'abord prendre part à la plus âpre bataille que New York ait jamais connue. Depuis 1930, 2 chefs de gang, le Sicilien Salvatore Maranzano et Joe Masseria, se livrent une lutte sans merci. Là de cette guerre qu'il juge stérile, Luciano décide d'éliminer les 2 leaders. Le 15 avril 1931, il invite Joe Masseria à déjeuner au restaurant Villa Tamaro sur Coney Island, sous prétexte de trouver un accord sur le moyen d'exterminer les membres du gang Maranzano. À un moment, Lucky Luciano se rend aux toilettes. C'est alors qu'une limousine noire se gare devant le restaurant. 4 hommes du gang de Luciano, Albrecht Anastasia, Vito Genovese, Joe et Adonis, et Bugsy Siegel font irruption dans le restaurant et abattent Masseria. Luciano fait ensuite croire à Maranzano qu'il a commis ce crime pour son compte. Pour le remercier, le Sicilien le nomme chef d'une des 5 familles entre lesquelles il a divisé New York. Mais quelques mois plus tard, Maranzano projette d'éliminer plusieurs chefs de gang qu'il a lui-même mis en place. Luciano est sur la liste. Exceptionnellement, Maranzano engage un non-italien, Vincent Coll, dit le chien fou, pour cette besogne. Mais les tueurs de Luciano en auront facilement raison. Ils abattent ensuite Maranzano lui-même de 4 balles et de 6 coups de poignard, puis ils l'égorgent. À présent, Luciano peut enfin réaliser son grand projet. Il entreprend d'organiser les raquettes en factions, dirigeant chacune d'elles comme une entreprise respectable. Il confie les syndicats et l'industrie du vêtement à Louis Lepke. Il nomme Frank Costello chef suprême du jeu. Dutch Schultz reçoit la concession de l'alcool. Meyer Lansky est chargé de blanchir leurs énormes revenus. Albert Anastasia dirige les docks, ainsi que Murder Incorporated, l'organisation qui tue sur commande. Luciano, quant à lui, se réserve le secteur de la prostitution et des stupéfiants et préside les réunions d'entreprise. Luciano bénéficie largement de l'étendue de la corruption dans la vie publique de New York. Tammany Hall, le club démocrate, est à la solde de la mafia. Tout comme le maire Jimmy Walker, ancien compositeur de chansons populaires. Walker, quant à lui, s'appuie sur le chef de la police, Grover Warren. Si vous n'étiez pas à la tête de la police de cette ville, ma confiance en vous ne serait pas plus grande que celle que j'ai en chaque citoyen de cette communauté. Mais je suis certain qu'il importe peu que je sois présent ou absent, parce que c'est vous, l'unique chef de la police dans cette ville. Mais ce que le maire de New York omet de mentionner, c'est que Warren lui-même a reçu des pots de vin de Frank Costello. En 1933, un grand courant de mécontentement parcourt la ville. Après une campagne électorale âprement disputée, Fiorello LaGuardia est élu maire grâce à son programme anti-mafia. Fiorello LaGuardia, jurez-vous solennellement que vous défendrez la Constitution des États-Unis, la Constitution de l'État de New York, et que vous remplirez fidèlement et de votre mieux vos fonctions de maire de la ville de New York. Je le jure. À présent, nous avons un maire à New York. Je suis heureux d'entrer en fonction dans ma nouvelle charge de maire de la ville de New York. LaGuardia prouve rapidement sa détermination en confisquant et en détruisant les machines à sous. Il ordonne également une gigantesque saisie des armes illégales qui sont jetées dans le port de New York.
De plus, la Guardia s'attaque directement à la mafia en nommant un procureur spécialement chargé de ce secteur, Thomas Dewey. Le vrai problème est de soustraire le domaine politique à l'emprise du racket. À New York, comme dans presque toutes les grandes villes de ce pays, les autorités locales ont été mises en place par des hommes politiques qui sont à la solde de criminels. La première cible de Dewey est Dutch Schultz, dit le Hollandais. Accusé de fraude fiscale et de contrebande d'alcool, il passe en jugement. Mais malgré des preuves accablantes, le jury, intimidé et corrompu par la mafia, déclare Dutch non coupable. Furieux, Dewey annonce qu'il parviendra à inculper de meurtre le Hollandais. Schultz se déclare lors d'une réunion du syndicat son intention d'attaquer le premier en tuant Dewey. Mais Luciano oppose son veto. Ivre de rage, Schultz quitte alors la salle, jurant d'agir avec ou sans permission. Le syndicat du crime, déjà en proie aux attaques de Dewey, se voit à présent menacé de l'intérieur. La décision est prise d'éliminer Schultz. La tâche est confiée à Charlie Workman, dit La Punaise, le garde du corps de Luciano. Le soir du 23 octobre 1935, Schultz et 3 de ses acolytes sont abattus au Palace Shop House dans le New Jersey. Ignorant sans doute qu'il a frôlé la mort de si près, Dewey concentre alors toute son attention sur Luciano, désormais leader incontesté de la mafia. Avec une écurie de chevaux de course et des revenus dépassant à présent $1 million par an, Luciano se comporte plus en homme d'affaires qu'en truand. Il réside en permanence dans une luxueuse suite du Waldorf Astoria et n'en sort que pour accompagner sa maîtresse, l'artiste de music hall Gay Orlova, dans ses sorties mondaines. Mais se sentant de plus en plus cerné par Dewey et ses hommes, Luciano transfère prudemment son quartier général dans un autre État, l'Arkansas. Entre-temps, à New York, Dewey parvient à faire parler certains employés aigris de Luciano. D'anciennes prostituées qui, durant des années, ont cédé une forte proportion de leurs revenus à Luciano, se mettent à témoigner contre lui, apportant suffisamment de preuves pour qu'un jury l'inculpe de 90 chefs d'accusation pour proxénétisme. Timothy Dewey's office? Mr. Dewey? Just a moment, please. Dès lors, Dewey va s'acharner à faire extrader Luciano de l'Arkansas. Il parvient à ses fins, et en mai 1936, Lucky Luciano se retrouve enfin dans un tribunal new-yorkais. Lors de son procès, il accumule les mensonges à propos des rackets. Il est régulièrement confondu par des témoignages obtenus de façon plus que douteuse. De plus, le juge McCook lui est résolument hostile. Luciano est condamné à 30 ans d'incarcération. C'est la peine la plus sévère jamais obtenue pour proxénétisme. À son arrivée en prison, l'examen médical de Luciano révèle qu'il est syphilitique et drogué. Luciano, désormais derrière les barreaux, Vito Genovese tente de prendre sa place. C'est sur lui que va désormais s'acharner Dewey. La situation devenant insoutenable, Vito s'enfuit en Italie. Déterminé,
Dewey poursuit sa traque et renforce les protections autour des dénonciateurs. La mafia ne le touchera pas. Lui avez-vous fait comprendre cela? Ouais, très bien. Maintenant que l'affaire est classée, il sait que nous protégeons totalement nos témoins. Chacun de nos témoins a été protégé à 100%. Et ils sont toujours sous protection. L'avez-vous expliqué clairement à Pescali? Dewey lance aussi des appels au public. Au cours des 2 dernières années, 5 anciens membres de ce gang ont été abattus. Aujourd'hui, un respectable citoyen a été tué par balle, apparemment destiné à un associé de Lefty. Il nous faut Lefty, mort ou vif. Justement, un certain Abel Reles est prêt à vendre la mèche. Décidé à tout révéler, il va permettre aux autorités de résoudre 49 meurtres sur contrat dans le milieu. Et parmi les malfaiteurs que ces aveux envoient à la chaise électrique se trouve Louis Lepke Bullsholter. Reles, soi-disant placé sous la surveillance de 6 policiers, se cache à l'hôtel de la demi-lune sur Coney Island. Mais malgré la vigilance de Dewey, on retrouvera son corps écrasé 6 étages plus bas. L'origine du meurtre de Reles demeurera un mystère pendant plus de 10 ans. Ce n'est qu'en 1951 que Luciano, que nous voyons ici, témoigner en compagnie de Frank Costello, révélera qu'il avait payé les gardes 50 000 $ pour qu'ils matraquent et défenestrent Reles. C'est d'ailleurs grâce à ces audiences de 1951, à Kefauver, que le public américain prendra conscience de l'étendue du pouvoir de la mafia. Parmi les personnalités qui touchèrent des pots de vin pour cette exécution, figurait William O'Dwyer, alors procureur de Brooklyn, et qui deviendra plus tard un des maires les plus corrompus de New York. Nous parlons de la mort de Ab Reles. Monsieur Bowles a une théorie, vous en avez une autre, j'ai la mienne, bref, chacun a sa théorie. Mais à présent, il est temps de clarifier les faits. Je suis prêt à parler des détails de cette affaire, mais vous avez l'imagination fertile et vos insinuations sont malveillantes. Il ne s'agit pas de mon imagination. Cette affaire est à la portée d'un enfant de 6 ans. Je le répète, vous avez dit vous-même qu'il n'y a pas de prescription dans une affaire de meurtre, c'est la loi. Et c'est cette loi que j'applique. Mais d'après vous, la mort ou la disparition d'un témoin n'entre pas dans le cadre de la prescription, c'est bien ça? Si vous tentez de dire que sans témoin, vous ne pouvez engager de poursuite ni obtenir de condamnation, vous avez raison. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le cas est simple et je vous ai posé une question. Alors, oui ou non? Durant tout son séjour en prison, Luciano garde le contrôle du syndicat national du crime. À sa libération en février 1946, il est banni d'Amérique et s'exile en Italie. Il continue cependant à toucher sa part du butin de la mafia américaine. Mais dès la fin du mois de septembre, il se rend en secret à Cuba. Meyer Lansky, en accord avec le dictateur Batista, y dirige les casinos et prépare une conférence réunissant toute la pègre américaine. C'est lors de cette conférence que Luciano repousse l'assaut de Vito Genovese, qui tente de le supplanter. C'est également durant cette conférence qu'est prise la décision de tuer Bugsy Siegel, un ancien ami de Luciano. Grâce à l'argent de la mafia, Bugsy avait fait de Las Vegas la capitale du jeu en Amérique. Mais il tarde à rembourser les 5 millions de dollars investis par le syndicat et Loki exige un paiement plus rapide. Bugsy rétorque alors avec insolence qu'il paiera, quand bon lui semblera. Quelques mois plus tard, il connaîtra le sort que le syndicat réserve à tous ceux qui le contrarient. Il est abattu dans la villa de sa petite amie, Virginia Hill. Celle-ci est présente également aux audiences Kefauver en 1951. On l'interroge sur son rôle de transporteur de fonds entre Luciano et d'autres associés de la mafia. Avez-vous jamais reçu d'argent de Costello? Non. Et avez-vous jamais reçu d'argent de Meyer Lansky?
Je n'ai jamais reçu d'argent d'aucun de ces hommes. Aucun de ces hommes? Aucun de ces hommes, aucun de ceux sur lesquels j'ai lu des choses et aucun que je connaisse, ils ne m'ont jamais rien donné. Lorsque le FBI apprend que Luciano est de retour près des côtes américaines, il fait pression sur Batista pour qu'il soit expulsé de Cuba. Luciano tente alors d'entrer au Brésil ou au Venezuela, mais en vain. Il est obligé de repartir pour l'Italie. Là, il s'emploie à établir un nouveau réseau de trafic de drogue qui s'étendra des États-Unis au Moyen-Orient en passant par l'Italie. À Rome, Luciano fonde un nouveau syndicat du crime. Le développement croissant de ses activités inquiète le gouvernement italien. Finalement interdit de séjour dans la capitale, Luciano se voit contraint de vivre à Naples. Mais il possède des contacts dans l'Italie tout entière. Et en dépit des efforts de la police, Luciano implante un commerce qui prospère encore de nos jours. Cependant, il rêve toujours de pouvoir retourner aux États-Unis. Les polices italiennes et américaines savent parfaitement qu'il est à la tête d'un immense réseau de drogue, mais ne possèdent aucun moyen de l'épingler. Les déplacements de Luciano sont régulièrement soumis à des restrictions. En 1949, il est arrêté pour trafic de drogue. Emprisonné, il est rapidement relâché pour manque de preuves concrètes. En 1955, on lui impose un couvre-feu. Il lui est interdit de quitter son domicile depuis le crépuscule jusqu'à l'aube, ainsi que de se déplacer à plus de 20 km de Naples. Malgré tout, la vie de Luciano dans les années 50 n'est pas désagréable. Il ouvre 2 commerces totalement légaux et ne manque pas d'argent. Il a une liaison avec la belle Igea Lissoni qui durera jusqu'à la mort de celle-ci en 1958. À Naples, malgré les restrictions, Luciano est libre de fréquenter librement reporters et visiteurs. Il devient une véritable célébrité. Vers la fin de sa vie, il rêve de voir réaliser un film à grand spectacle retraçant sa carrière. Mais pour une fois, il sera perdant. En effet, les nouveaux dirigeants du syndicat lui font comprendre qu'un tel film risquerait de menacer dangereusement leur position. Néanmoins, le 26 janvier 1962, Lucky Luciano se rend à l'aéroport de Naples pour rencontrer le producteur du film en projet. Alors qu'il s'apprête à monter dans sa voiture, ses traits se crispent, il s'écroule, terrassé par une crise cardiaque. À sa mort, le souhait qu'il avait exprimé au long des 16 dernières années de sa vie sera exaucé. Après une messe de requiem à Naples, son corps sera rapatrié aux États-Unis et enterré dans le caveau de famille que Luciano avait acheté à New York.